Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette deuxième saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements et de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour, c'est Raphaël Jules. On se retrouve pour un nouvel épisode de Notre Histoire. Dans cette rubrique, nous revenons sur nos racines et l'identité de notre commune. Pour ce nouvel épisode, revenons sur l'un des conflits majeurs du siècle dernier, la Première Guerre mondiale. Un texte écrit par Isabelle Clausel. 1914, l'été bat son plein en Boulonnais. Les baigneurs sont nombreux et les touristes affluent au champ de course hippique de l'Inquêterie. 3 transatlantiques allemands font même escale au port. Mais l'annonce d'une guerre imminente se précise. Le 2 août, l'ordre de mobilisation générale est lancé à la radio et par voie d'affichage. Le Boulonnais se vide, tandis que le tocsin de Saint-Martin sonne à toute volée. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le colonel Daru arrive à Boulogne pour organiser le commandement militaire. Les jeunes Saint-Martinois ont rendez-vous à la gare, munis de leur havre-sac, de bonnes chaussures et d'un panier de victuailles. De jeunes enthousiastes devancent même l'appel pour servir leur pays. Tous pensent que la guerre sera courte. Après une rapide formation au maniement des armes, une fois en uniforme, ils sont emmenés vers les combats, en Artois, Picardie, dans les Ardennes et les Vosges, ou en Belgique. Beaucoup ne reviendront pas. Les femmes, les enfants et les personnes âgées restent seuls à Saint-Martin. Parallèlement, de longues files de soldats britanniques et de camions portant l'artillerie traversent la ville pour aller sur le front de guerre. Des campements sont installés à Malbrouck et au Blanc-Pignon. La circulation en voiture est interdite pour les habitants. Le sauf-conduit est obligatoire. Les postes radio et les armes doivent être déposés en mairie. La circulation civile étant arrêtée, pas de livraison ni au port, ni par la route. On manque de café, de sucre, de farine, de chocolat, de savon, de pétrole, de charbon pour se chauffer. Le pain est rationné. La municipalité vote un emprunt pour aider les familles des soldats mobilisés. On organise l'envoi de vêtements chauds aux militaires. La guerre sera plus longue que prévu. Un peu à l'écart des combats, le Boulonnais sert de base arrière et abrite les services de la préfecture, du diocèse et du commandement militaire. De nombreuses familles du Nord-Pas-de-Calais fuyant leur village démoli viennent se réfugier ici. Entre 1914 et 1916, c'est plus de 1625 trains ambulances qui arrivent à Boulogne, transportant 450 000 soldats blessés ou malades. Dans près de 50 lieux, ils sont accueillis. Ces lieux servent aussi de terrain d'entraînement. Nous en retrouvons aussi au Moka et à Ostrov. À Meerut, un hôpital, ainsi qu'un lieu de convalescence, avec un camp de repos et un autre camp réservé au personnel du quartier général, sont créés. Un hôpital temporaire ouvre route de Dèvres, où les religieuses sont infirmières. Saint-Martin n'est pas à l'abri de la riposte allemande, car les Anglais ont installé sur notre commune 2 camps d'aviation, un au Blanc-Pignon et l'autre à la Warocry, où se trouve la radio TSF. C'est à cet endroit qu'en 1917, 3 bombes aériennes seront larguées. Une défense anti-aérienne est installée au Mont-Lambert avec un canon de 75 et un paraboloïde détectant les avions. Celui-ci sera endommagé par une torpille en 1918. Sans commune mesure avec l'Artois ou la guerre Ferrage, le Boulonnais est victime de plusieurs bombardements. À Saint-Martin, il y en aura un en 1916, un en 1917 et 10 en 1918. 5 torpilles tomberont à Malbrouck. Un canon tire sur les maisons du bas de la route de Saint-Omer. Une bombe aérienne tombe sur 6 maisons de la rue Hainaut. La route de Paris, le pont Pitendal, le mont Lambert sont bombardés. À de nombreux endroits, les vitres et les toitures explosent. 10 ballons protecteurs surnommés saucisses sont installés de la tour d'ordre à la route de Saint-Omer. Le château d'Ostrov sera détruit et l'orme centenaire menacera de tomber. Ce n'est rien en comparaison de Marquise, où un raid aérien fera plus de 100 victimes civiles.
Ici, il n'y en aura que 8, mais c'est déjà beaucoup. Et surtout ces 8 décès sont à ajouter aux centaines de pauvres soldats morts au front. Le 11 novembre 1918, la paix est signée. Les cloches de Saint-Martin sonnent à toutes volées toute la journée. Mais des hommes meurent encore, de leurs blessures, ou de la grippe espagnole qui fait rage. Ils seront plus de 50 à l'hôpital de la route de Dèvres à décéder de cette maladie. En tout, Saint-Martin a perdu 241 soldats, dont les corps reviennent vers leurs familles, dans des cercueils de fortune à la gare de Le Portel-Boningue, pour être enterrés dans leur ville. Le cimetière communal est agrandi. On enterre aussi ici les soldats anglais et ceux du Commonwealth, qu'ils soient anglais, chinois, canadiens ou irlandais. À Vicardène, le cimetière Mérut contient les dépouilles de 313 soldats indiens morts au front et de 26 travailleurs égyptiens tués à Boulogne-sur-Mer en 1917. Certains soldats ne seront jamais retrouvés et il sera difficile de faire son deuil. Après ces temps épouvantables, Saint-Martin doit aller de l'avant. Les nombreuses veuves de guerre sont aidées et les orphelins deviennent pupilles de la nation. La municipalité reçoit un livre d'or où elle inscrit les noms des 241 victimes saint-martinoises. Une plaque du souvenir est placée à la chapelle du Mont-Lambert, une autre à Ostrov. On construit un grand monument aux morts au centre de Saint-Martin. Il sera inauguré en 1921 et sera en partie payé par la souscription auprès des Saint-Martinois eux-mêmes. Et dès 1919, le champ de course de l'Inquiéterie rouvre. On pense que cette guerre est la dernière. On l'appellera la Der des Der. Et pourtant, 20 ans plus tard.